La conférence sur l'histoire des retraites, des régimes spéciaux et l'actualité de leur défense et de leur amélioration va se dérouler sous une forme originale. Pourquoi avoir maintenu cette initiative et pourquoi l'IHS a retenu le thème des retraites? Bonjour à toutes et à tous. Le bureau de l'Institut CGT du Var d'Histoire sociale a décidé effectivement de maintenir la conférence sous une forme originale puisque nous ne pouvons pas, dans les conditions actuelles, malheureusement, réaliser notre conférence en présentiel dans la grande salle de la Méditerranée à Toulon que nous avions réservée. Alors nous avons décidé de réaliser cette vidéo qui va présenter l'ensemble du thème de cette conférence et quelques réflexions, de manière à alimenter le débat que nous allons organiser dans le cadre d'une conférence téléphonique le 5 novembre à 17h45. J'en dirai plus à la fin de cette interview. Donc nous avons décidé de, coûte que coûte, de réaliser cette conférence parce que nous estimons que notre institut n'est pas en confinement syndical et que l'histoire sociale n'est pas en confinement syndical. Alors ensuite, il faut comprendre aussi que le thème des retraites, c'est un thème d'une immense actualité. Le gouvernement Macron a décidé de s'attaquer aux retraites à travers la contre-réforme des régimes par points. Il est en grande difficulté aujourd'hui pour essayer de la faire passer, mais il n'a pas renoncé. Donc c'est toujours d'actualité. De la même manière que Bruno Le Maire a dit très clairement qu'il voulait en finir avec les régimes spéciaux. Donc on est bien dans cette situation où l'actualité, c'est la défense de nos retraites et des retraites par répartition. Et cette question, elle concerne les actifs, les privés d'emploi, et elle concerne également les retraités. Donc tout le monde est concerné. Alors je vais, avant de passer à l'histoire des retraites, donner quelques chiffres qui éclairent la situation et l'importance de l'enjeu. Le régime de la sécurité sociale, c'est 18 724 000 cotisants salariés et c'est 14 353 000 cotisants retraités. La mutualité sociale et agricole, 682 000 actifs et 2 484 000 retraités. Et la majorité sont affiliés dans les régimes complémentaires, ARCO du 1er euro jusqu'au plafond de la Sécu et la GIRC pour ceux qui dépassent le plafond de la Sécu. Les fonctionnaires civils et militaires de l'État, 2 052 000 cotisants actifs, 2 188 000 retraités. Les agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, 2 200 000 cotisants actifs, 1 100 000 retraités. Les autres secteurs, en gros la SNCF, la RATP, les mineurs, la Banque de France, 450 000 cotisants, 1 104 000 retraités. Et l'ensemble des non-salariés, le poids elle-même au niveau des actifs et des retraités, c'est 4 millions. Donc on voit bien que ce tableau démontre l'importance de l'enjeu de la retraite dans les mois et les années qui viennent. Ensuite, du point de vue historique, la question est passionnante. Les premiers régimes spéciaux ont existé avant la première loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes et avant les retraites instituées à la Libération. Il y avait déjà des régimes spéciaux. Et ils sont restés également à l'écart des contre-réformes Veil et Balladur de 1993. Donc l'ampleur de ce sujet, à la fois historique et par rapport aux enjeux actuels, justifie pleinement la tenue de notre conférence. Peux-tu revenir sur la genèse des retraites en France? Alors on a une première trace, non pas de retraite, parce que ça, on ne peut pas la considérer comme la retraite, mais une première trace à la fin du XVIIe siècle, exactement en 1670, avec la prise en charge à l'hôtel des Invalides de soldats blessés ou très âgés. C'est donc une prise en charge, mais ce n'est pas du tout une notion de retraite.
il y aura une notion de pension en 1700 pour un public restreint, qui sont les marins de la marine royale et qui sera ensuite étendu aux marins de la marine marchande. Et nous ne sommes toujours pas dans le domaine du droit. Il va y avoir des dispositions pour les militaires qui ont fait des campagnes. Ces dispositions sont pour des militaires qui ont fait des campagnes, donc très peu sont concernés. Mais après la Révolution, ça va s'élargir dans la sphère militaire. Alors une première réflexion. La retraite, elle est liée à ce moment-là avec la notion d'invalidité. Et au fur et à mesure que le temps va s'écouler, la notion d'âge va commencer à rentrer en compte à cette période-là. Et elle va au fur et à mesure s'imposer. Alors pourquoi? Parce qu'il y a la volonté du pouvoir royal de fidéliser ses troupes. En même temps que la naissance des retraites n'est pas liée à cette époque-là de grandes luttes sociales. Et ça, il faut le noter. Mais c'est aussi l'exigence de loyauté des fonctionnaires qui va faire évoluer des choses. Et il va y avoir la création d'un régime pour les fonctionnaires qui va être unifié en 1853. Et les fonctionnaires civils, là, vont avoir des conditions de retraite en fonction de l'âge et de la durée du service. C'est à cette époque-là qu'on peut considérer la véritable naissance des retraites telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Notion d'âge et durée dans l'emploi. 1853. Et la retraite devient un droit. Ce n'est plus une faveur, ce n'est pas exceptionnel, ça devient un droit pour les fonctionnaires civils. Donc c'est une évolution très importante. D'autant plus que la retraite devient à ce moment-là du salaire continué, déterminé en fonction des derniers salaires perçus. Donc c'est une évolution considérable par rapport à ce qui existait avant. Alors dans les décennies qui vont suivre, il va y avoir des naissances de régimes dans l'assistance publique de Paris, dans certaines municipalités. Tout cela va préfigurer ce qui va devenir, au fil des décennies, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. On voit bien là le cheminement historique. Mais en même temps, dans cette période-là, c'est la révolution industrielle. Et là, il va y avoir un développement dans les transports urbains, les chemins de fer, les mines de charbon, le gaz, l'électricité, qui deviennent des secteurs clés de l'économie. Et en même temps, il y a besoin dans ces secteurs de fidéliser le personnel. Et pour une raison évidente à l'époque, c'est que ces personnels vont acquérir des qualifications élevées en lien avec le développement des sciences et des technologies de l'époque. Donc nécessité pour ces entreprises, qui sont à l'époque des entreprises privées, de fidéliser son personnel qui a réussi à acquérir des qualifications supérieures à la normale. Donc, les régimes qui vont se mettre en place sont des régimes mis en place par des sociétés privées à l'époque. Il faudra attendre 1937 pour les chemins de fer, 1946 pour l'électricité et le gaz, pour voir, et bien d'autres, les nationalisations et les établissements publics. Mais on est dans ces mouvements-là, dans cette naissance de la retraite. Dans ces développements, il est intéressant de se poser quelques questions. D'abord, de bien comprendre qu'au départ, il y a eu la notion de fidélisation. Ensuite, il y a eu la notion de pouvoir garder du personnel qualifié. Mais il y a eu aussi, il faut le dire, du paternalisme patronal. C'est-à-dire qu'en faisant ça, le patronat voulait acheter la paix sociale.
Et dans ce contexte, il ne faut pas nier le rôle de l'Église, car l'Église privilégiait la charité par rapport au droit. Et malgré toute cette situation, au fil des ans, c'est la notion de droit qui va prévaloir. Et ça, c'est une question excessivement importante. Donc, il va y avoir l'évolution du niveau de droit, et dans les années qui vont suivre, il va y avoir des nouveaux régimes, la Banque de France, l'Opéra de Paris, la Comédie Française. Donc on voit bien toutes ces évolutions qui se sont faites. 1910 va donner lieu à de nombreux débats et affrontements au sujet des retraites. Que s'est-il passé? Alors en 1910, et plus exactement le 5 avril 1910, le Parlement vote une loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Alors qu'est-ce que dit cette loi? Cette loi, elle attribue la retraite à 65 ans. Mais en 1910, il n'y a que 6% des ouvriers qui atteignent l'âge de 65 ans. Et en même temps, les prélèvements qu'on le veut imposer aux ouvriers doivent être gérés par les patrons et leurs organismes bancaires. Et la jeune CGT de l'époque dit que cette loi, elle est faite pour enrichir le capital et préparer la guerre. Et 4 ans plus tard, c'est la Première Guerre mondiale. La jeune CGT ne s'est pas trompée sur l'analyse de la situation. Il va y avoir énormément de manifestations, des meetings énormes aux portes des usines, les ouvriers déchirant, brûlant leurs livrets pour refuser cette loi. Et cette loi, finalement, ne sera que très peu appliquée et concernera vraiment très très peu de personnes. C'est-à-dire que le mouvement de la CGT a interdit en fait la possibilité de généraliser l'application de cette loi et de la mettre en œuvre. La jeune CGT a dit clairement, et je reprends cette expression historique, non à la retraite pour les morts. Et ça voulait dire très clairement ce que ça voulait dire à l'époque. Mais il nous faut aussi nous poser une question historique par rapport à cette période. À ce moment-là, de 1910, la CGT a été dans une lutte défensive tout à fait logique pour imposer le retrait de cette loi, sa non-application, mais elle n'a pas engagé une réflexion pour s'approprier ce qui existait déjà. Et à partir de là, réfléchir à construire une politique revendicative portant proposition sur les retraites. C'est un débat par rapport à l'histoire. Alors ça s'explique aussi. Ça s'explique d'abord par le fait qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de grande lutte sociale sur les retraites par rapport à tout le développement que je viens de faire. Ça s'explique aussi parce que la lutte des classes est très dure à l'époque. Le patronat est d'une rigidité terrible, vraiment agit pour la surexploitation des ouvriers, de la classe ouvrière au maximum, et le gouvernement est très répressif. Et puis, il y a une question majeure, c'est la situation de la classe ouvrière. La classe ouvrière est dans la misère. La priorité pour un ouvrier à cette époque-là, c'est d'essayer de se nourrir sa famille et de se loger. Se soigner, c'est du grand luxe. Se nourrir, nourrir les siens et se loger. Donc la question de la retraite n'est pas une priorité dans ces conditions-là. La priorité, c'est de survivre. Donc il faut comprendre le contexte de l'époque et toute cette situation. Mais, dans les années qui vont suivre, le cheminement de la réflexion va avoir lieu et la CGT, au fur et à mesure, va commencer à s'approprier la réflexion sur la question de construire une revendication des propositions en matière de retraite. Il va y avoir entre les deux guerres en 1924 les pensions civiles et militaires, et puis il va y avoir une amélioration des niveaux de pension existants et le renforcement de la notion de salaire continu.
qui se fait dans cette période. Et ça, c'est le succès de lutte syndicale. Et là, on est dans une période de lutte syndicale où ces questions sont abordées. Et il y a vraiment, à ce moment-là, appropriation par la CGT que la retraite est un enjeu revendicatif majeur. Donc on voit bien les évolutions de la CGT. Les assurances sociales voient le jour en 1930, ça concerne la maladie et les retraites, et ont un caractère obligatoire. Mais autre réflexion, à cette époque-là, à l'exception des fonctionnaires, toutes les autres retraites sont des retraites par capitalisation. Et on va en voir deux exemples. La crise de 29, effondrement du niveau des retraites. La Deuxième Guerre mondiale, effondrement du niveau des retraites. Et j'ajouterais que si la réforme des retraites par points avait été votée avant la crise du Covid, nous aurions eu un effondrement total de nos retraites. Ça mesure bien ce qu'est la capitalisation et l'enjeu de la bataille que nous menons aujourd'hui pour la répartition. Et puis, Vichy. Dans le triptyque Travail, Famille, Patrie, Pétain instaure en 1941 l'allocation pour les vieux travailleurs salariés, et là, sous une forme de répartition. Que se passe-t-il à la Libération et dans les décennies qui suivent? Le Conseil national de la résistance a décidé l'instauration de la sécurité sociale. Nous sommes à la Libération dans un contexte tout à fait exceptionnel. Il y a d'abord une poussée des masses, forte, vers la lutte et le progrès social. Il y a un parti communiste qui pèse 27% aux élections et une CGT à 5,5 millions d'adhérents. Et puis, moi je le dis toujours parce que je pense que c'est une question importante dans le contexte, il y a une classe ouvrière qui a été armée par la résistance et qui n'a pas rendu les armes. C'est une situation exceptionnelle. Dans ce contexte, Ambroise Croizat, ministre du Travail, et Pierre Laroque, qui est son premier collaborateur, pensent que la sécurité sociale doit s'étendre à tous les travailleurs, à leurs familles, salariés ou non. C'est-à-dire la notion d'universalité. Ça, c'est quelque chose de considérable. Mais il va y avoir plusieurs obstacles à cette période-là. 3 obstacles. Le premier, il va de soi, c'est l'opposition de la droite et du patronat, bien évidemment. Et j'ajoute l'opposition du général de Gaulle, qui n'a jamais signé les ordonnances de création de la sécurité sociale. Il y a aussi l'opposition du monde paysan, des indépendants, des commerçants, des artisans, des professions libérales qui ne sont pas favorables à l'instauration d'une sécurité sociale. Mais il y a un troisième point, et qui celui-là est particulièrement intéressant pour l'Institut d'histoire sociale. C'est que la troisième opposition, elle vient d'une partie des salariés et elle est réelle au sein même de la CGT. Pourquoi? Pour une raison simple qu'on peut parfaitement comprendre. C'est que tous les travailleurs à cette époque-là, qui bénéficient de ce qu'on appelle les régimes spéciaux, les régimes historiques, ont des conditions de retraite et d'assurance maladie qui sont meilleures que ce que propose la sécurité sociale dans son instauration. Donc pour ces catégories, il y a recul social. Donc c'est un débat avec ces travailleurs et au sein même de la CGT. Alors la question historique qui est posée aujourd'hui, il faut que nous la posions nous à l'Institut, c'est celle-ci. Est-ce que Ambroise Croizat et la CGT ont commis une erreur en acceptant que le régime général de la sécurité sociale soit inférieur à ce qui existait dans les régimes spéciaux de l'époque? C'est une question qui mérite réflexion. Il y a des avis divergents, mais il faut se poser cette question. C'est le rôle de l'Institut. Alors, c'est vrai qu'au départ, le but était que le régime général
rejoignent très vite le niveau des régimes spéciaux. On a bien vu que malheureusement, à l'inverse, l'histoire nous l'a prouvé, ça a été l'inverse. Et puis il y avait la situation économique de la France à cette période, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pouvait-on aller plus loin? Il n'y a pas de réponse toute faite, mais ce débat-là, il est particulièrement intéressant du point de vue historique, donc à mener au sein de l'Institut d'histoire sociale. Mais ceci dit, la question essentielle aujourd'hui, c'est que la sécurité sociale, c'est notre bien le plus précieux. C'est un conquis social extraordinaire. Et nous sommes là pour défendre la sécurité sociale et la sécurité sociale de 1945. C'est le socle de l'ensemble de nos conquis sociaux avec les retraites. Au cours des années qui vont suivre, il va y avoir une période de progrès social. Il va y avoir des luttes fortes sur la question des retraites qui vont mener à la constitution des régimes complémentaires. Il faut quand même se rappeler qu'au départ, là, il y avait la retraite sécu, il n'y avait rien d'autre. On a construit dans les 10 ans qui ont suivi les régimes complémentaires AGIRC et ARCO. Et il faut comprendre l'implication de la CGT dans la construction des caisses de sécu et des régimes complémentaires. Ça a été essentiel. Et on est arrivé à un taux de liquidation agrégé de 75% pour tous. Donc, période de progrès considérable. Et puis vient les années 80. Et les années 80, c'est une période de recul social qui s'instaure. Bien sûr, il y a la crise du capitalisme qui se développe déjà à l'époque. Tous les gouvernements qui succèdent en France, de droite ou dits de gauche, vont quasiment faire la même politique dans ce domaine et vont avoir dans le viseur les retraites et principalement les régimes spéciaux. De ce point de vue, il faut rappeler les grèves fantastiques de 1995, bien entendu. Et aujourd'hui, le gouvernement Macron a dans le viseur la sécurité sociale, les retraites par répartition et les régimes spéciaux. Bruno Le Maire a dit très clairement qu'il faut en finir avec les régimes spéciaux. Et quand il parle de régimes spéciaux, il parle de privilèges. C'est quand même une gageure dans la bouche d'un membre du gouvernement Macron de parler de privilèges en parlant des travailleurs. Leur volonté, elle est claire. Détruire les conquis sociaux et niveler par le bas tout ce qui existe en matière de retraite. Pourquoi est-il si important pour notre institut de faire le lien entre le passé et l'actuel? Alors moi je crois plus que jamais aujourd'hui que pour aborder la question des retraites et être à l'aise dans nos propositions et dans le débat, il faut connaître l'histoire des retraites et il faut comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aborder l'ensemble de ces questions sans avoir en mémoire ce qui s'est passé avant. Ça, c'est une question essentielle. Donc faire le lien entre le passé et l'actuel. Ensuite, une réflexion sur l'importance des régimes spéciaux. On le voit bien, ils sont dans le collimateur et on voit le rôle essentiel qu'ils ont joué dans l'histoire de la construction des retraites en France. Alors mon ami Gérard Rodriguez pense, et c'est une vraie réflexion, qu'au lieu de les appeler régimes spéciaux, on devrait mieux les appeler régimes historiques ou régimes pionniers. Dans la mesure où quand on dit régimes spéciaux, à travers spéciaux, il y a souvent le mot privilège dans la tête et du gouvernement et de beaucoup de gens, parler de régime historique ou de régime pionnier participe de la compréhension du processus historique en matière de retraite. Ensuite, je pense qu'il est important, à travers notre conférence, de voir comment, au cours des décennies, la CGT a évolué en matière de retraite. De 1910 à aujourd'hui, il y a une histoire fantastique de lutte offensive, de lutte défensive, mais la CGT a occupé pleinement le terrain sur la question des retraites, on peut dire à partir de 1910. Et il faut connaître sa propre histoire. Ensuite, je crois que l'autre débat, qui est le débat actuel, c'est comment peut-on enrayer la spirale infernale
de la remise en cause des conquis sociaux. C'est donc une question importante qui pose la question de la constitution d'un rapport de force différent permettant d'inverser aujourd'hui la situation. Alors je pense qu'on ne peut pas aborder ces questions, et en tout cas c'est la position de notre institut, sans essayer d'analyser la profondeur de la crise du capitalisme actuel. Si on n'aborde pas cette question, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en matière de retraite. Le capitalisme aujourd'hui est tellement en crise que pour assurer sa propre survie, il n'a pas d'autre solution que de reconquérir tout ce qu'il a lâché par les luttes sociales d'avant. C'est-à-dire remettre en cause tous les conquis sociaux, et principalement en France, la retraite et la sécurité sociale. De la même manière qu'il veut baisser le coût du travail, il veut liquider les conquis sociaux. Il faut vraiment comprendre cette chose-là. Et je pense en même temps que cette conférence, elle doit nous aider à comprendre qu'il n'y a pas d'un côté la bataille pour la défense de la sécurité sociale et de l'autre côté la bataille pour la défense des retraites, c'est la même bataille. Défendre les retraites, c'est défendre la sécu. C'est complètement lié. Je vais prendre un exemple. La 5e branche sur l'autonomie. Que propose aujourd'hui le gouvernement à travers cette 5e branche? D'en faire une branche financée par l'impôt, par la CSG. C'est donc la remise en cause de la Sécu de 1945 fondée sur les cotisations sociales issues du travail. C'est ouvrir une brèche fatale pour continuer à liquider la sécurité sociale. Ça, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on l'explique. C'est pour ça qu'on dit que cette 5e branche, elle doit être prise en cause dans le cadre de la sécurité sociale et financée par les cotisations sociales. Parce que là, ils visent à casser notre sécurité sociale. Et puis, les retraites par points, la réforme n'a pas été votée. Moi, je veux souligner que les luttes que nous avons menées tout au long des mois qui ont précédé le premier confinement, elles ont été utiles. On n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait. On n'a pas réussi à élever le rapport de force au niveau qu'on souhaitait. Mais ce qu'on a fait, ça a empêché que la loi soit votée. Ça, il faut le redire aux camarades. Les luttes, elles ont été utiles de ce point de vue. Parce que si la réforme était passée, dans quelles conditions on serait avec la crise sanitaire aujourd'hui? Donc, c'est une question très importante. Ensuite, ne nous leurrons pas, Macron est en grande difficulté aujourd'hui pour essayer de faire passer cette loi. Mais il n'a pas renoncé. Et compte tenu de la nature de la crise du capitalisme, ils ne vont pas renoncer. Donc, la défense et l'amélioration des pensions de retraite, la retraite à 60 ans, la défense des retraites par répartition et la défense de la sécurité sociale sont indissociables aujourd'hui et sont des enjeux de société. Et donc il faut qu'on travaille à construire un grand rapport de force pour forger des nouvelles luttes qui vont peser. Et dans ce contexte, notre institut y est aussi très attaché. Il nous faut mener la bataille des idées. Plus que jamais mener la bataille des idées dans ce contexte, autour de la défense de nos conquis sociaux. Parce que si on veut être à l'aise pour défendre les idées, les valeurs, les propositions de la CGT, il faut connaître sa propre histoire. Et il faut pouvoir, dans le débat, apporter les éléments qui vont faire réfléchir et qui vont permettre de rassembler largement autour de nous, autour de nos propositions, parce que c'est l'enjeu pour la période qui vient. Donc voilà, effectivement, toute une série de réflexions à mettre en débat pour notre conférence. Merci Alain. Un dernier mot? Oui, un dernier mot. Je veux vraiment remercier mon camarade Gérard Rodriguez, ancien conseiller confédéral sur les retraites, qui m'a beaucoup aidé à préparer cette interview. La CGT, c'est toujours un travail d'équipe et c'est pour ça qu'on est plus fort. Et puis donc, je vous donne rendez-vous, mes chers camarades, jeudi 5 novembre à 17h45, dans une conférence téléphonique où on aura un échange autour de l'ensemble de nos réflexions et de nos propositions. Vous aurez sur le site
de notre institut, les coordonnées téléphoniques et le code pour rentrer en contact avec nous. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à jeudi prochain. Merci Alain.